Je le condamne, cet emprisonnement. Mais politiquement, j'en ai tiré des profits. La prison ne parvient pas à détourner le jeune contestataire du chemin qu'il s'est tracé. Quand il recouvre la liberté, il s'implique directement dans une action politique aussi clandestine que potentiellement dangereuse. J'étais étudiante et à l'université, nous avions créé un groupe clandestin politique de formation, mais également d'action sur le terrain. Et je ne savais pas qu'en réalité, cette organisation-là était dirigée par Laurent Gbagbo. 1973, je sors de prison. Et Zadi Zaourou nous invite dans son village. C'est là que pour la première fois, je suis désigné comme chef d'un mouvement politique. Il a été notre encadreur. C'était des structures, des cellules très petites à cause de la clandestinité. Nous étions, je crois, 4 ou 5 dans cette cellule-là. Bon, mais c'est comme ça que nous avons travaillé ensemble. Il fallait en même temps organiser les grèves, les surveiller pour ne pas qu'elles débordent et protéger en même temps les miens, c'est-à-dire tous les militants, et protéger le peuple. C'est un exercice qu'on ne devine pas, mais quand on est habitué, après, on prend de l'étoffe. Nos relations vont se muer pour devenir plus affectives jusqu'à aboutir à l'union de vie. Mais ça, c'est beaucoup plus tard, ça. Quand nous avons commencé comme camarades politiques. Pour distribuer des tracts, je faisais moi-même, personnellement, le tour des rues. Je parcourais les rues quelques jours auparavant et je m'arrêtais aux différents carrefours pour voir le mouvement des policiers que je notais pour que celui qui allait venir distribuer les tracts là le lendemain ne se fasse pas prendre comme un débutant. Qu'à cette époque-là, le président Gbagbo avait été présenté comme un ennemi du président Félix Houphouët-Boigny. Et nous, en tant que militants du mouvement des étudiants élèves de Côte d'Ivoire, peut-être par transitivité, inconsciemment ou consciemment, nous voyons le président, je pèse mes mots, comme un anarchiste. Et puis est arrivé 1976, où Mao Tse-tung est mort. C'était notre idole. Ce que je retiens dans ce qu'il a fait, c'est que chaque pays a ses propres ressources. Chaque pays a ses propres valeurs. Et chaque moment a ses propres valeurs. Et que je pense que là où nous sommes arrivés en 1976, avec le développement que notre mouvement clandestin connaît, mais aussi avec les freins qu'il connaît à cause du parti unique, il faut passer à une autre étape. Le débat interne se développe. Nous nous séparons avec Zadi Zaourou et certains de nos camarades. À ceux qui restent avec moi, j'explique que le salut se trouve dans la lutte pour la démocratie. Et nous avons décidé de changer de plateforme de combat. Nous avons décidé que si nous voulions vraiment avoir un impact sur le pays, il fallait absolument adopter une plateforme beaucoup plus large. On recrute beaucoup de personnes dans tous les milieux. Et en 1990, ça fera la différence entre les gens qui sont restés seulement dans le milieu universitaire et nous. Parce qu'en ce moment, j'ai recruté. J'avais des gens à Epougon, à Abobo, partout, dans tous les quartiers, dans toutes les grandes villes de l'intérieur et dans tous les milieux sociaux, nous avions des gens. Et puis arrivent les années 1980, notamment 1982, où on entend véritablement parler du président Gbagbo, la grande grève des enseignants. J'étais moi-même secrétaire général adjointe du SINARES, qui est le syndicat des enseignants du supérieur et également des chercheurs de Côte d'Ivoire. Les enseignants jusque-là étaient logés. Et là, l'État venait de décider de mettre fin au logement des enseignants. Évidemment, les enseignants n'ont pas accepté la mesure et cela a amené une grève. J'étais à cette époque président du mouvement des étudiants élèves de Côte d'Ivoire, section de l'École nationale supérieure des travaux publics. Et on nous présente le président Gbagbo comme étant le cerveau de cette manœuvre de déstabilisation du régime du président Félix Houphouët-Boigny.